Bien, bonjour. L'Université populaire de Toulouse m'a très aimablement invité à cette conférence sur le confinement, sur la préhistoire et l'histoire au passage du confinement, sachant que l'histoire, ce n'est qu'une mince pellicule sur la trajectoire des humains qui commence il y a 7 millions d'années. Et l'histoire, ça ne commence avec les premiers textes qu'il y a seulement 5000 ans et encore en Mésopotamie, en Égypte. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Alors moi-même, donc Jean-Paul Demoule, je suis professeur émérite à l'université de Paris 1. Euh, oui, attendez, voilà, on est en train de procéder au dernier réglage avant que je commence. Voilà. Donc je disais que j'étais professeur émérite à l'université de Paris 1 et je suis plus spécialiste de ce qu'on appelle la protohistoire, hein. Ce qu'on appelle la protohistoire, notamment dans mon université, c'est la période qui commence avec le néolithique, c'est-à-dire avec l'agriculture, l'invention de l'agriculture et de l'élevage, il y a 10-12 000 ans, la rupture la plus fondamentale de l'histoire humaine, et qui va jusqu'à l'émergence des premiers États. On va le revoir bien, un peu plus loin dans cette conférence. Avec les premiers États, il y a l'écriture, donc là on dispose de textes et on a des sources supplémentaires pour restituer l'histoire humaine. Alors cette rupture qu'on appelle souvent la révolution néolithique, Claude Lévi-Strauss disait qu'il y avait eu deux révolutions dans l'histoire humaine, la révolution néolithique avec l'émergence de l'agriculture sédentaire, puis la révolution industrielle. Par rapport à ça, on peut dire que la révolution industrielle n'est qu'une conséquence à moyen terme de la révolution néolithique. Donc c'est ça, la protohistoire. Je suis plus précisément spécialiste de néolithique, justement. D'une part, je m'interroge sur le plan théorique sur ce que veut dire cette émergence de l'agriculture et l'élevage, quelles sont ses, ses raisons et ses conséquences. Et d'autre part, j'ai très concrètement fait un certain nombre de fouilles archéologiques en Europe, d'une part en France au départ, et ensuite dans les Balkans. Pourquoi les Balkans? C'est parce que c'est en Europe là où apparaît l'agriculture et l'élevage, non pas spontanément, mais parce que l'agriculture et l'élevage dans nos régions, mais je vais y revenir, sont inventés au Proche-Orient et se répand donc l'agriculture sédentaire à partir de la péninsule des Balkans. Bien. Donc, que vient faire l'archéologie dans cette histoire de confinement? C'est que l'archéologie est la seule discipline qui dispose effectivement à l'intérieur des sciences humaines d'une telle profondeur de temps, puisqu'elle commence avec l'émergence des premières formes humaines il y a 6 ou 7 millions d'années, et elle se termine maintenant, aujourd'hui, puisqu'il y a aussi une archéologie du temps présent. Ce qui définissait jadis l'archéologie, c'était les trésors, une forme d'histoire de l'art, ou une discipline auxiliaire de l'histoire. Ce qu'il a défini désormais, on peut définir l'archéologie comme la science qui étudie les sociétés, quelle que soit leur ancienneté, à travers leurs traces matérielles. Donc ça peut être des sociétés très anciennes et ça peut être des sociétés contemporaines, puisque en fouillant les poubelles de nos sociétés contemporaines, on peut apprendre beaucoup de choses au hasard sur les comportements de gaspillage. Donc voilà pourquoi l'archéologie
a à dire de la situation présente, de la crise présente, aussi bien du point de vue de l'histoire des maladies que de l'histoire du confinement. Alors, crise, effectivement, on est dans une période de crise, mais on peut dire que toute espèce biologique passe son temps à traverser des crises. C'est ces crises qui vont être l'une des raisons principales de ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'apparaît, du fait de la reproduction, un nouvel organisme biologique issu d'un ou plusieurs, ou de deux en général par an, eh bien, il a un certain nombre de caractéristiques, de traits, qui les uns reproduisent de ces ascendants et les autres peuvent être nouveaux. Et dans ces traits nouveaux, certains peuvent présenter des désavantages, par exemple des formes de maladies génétiques, etc. D'autres peuvent être des avantages. Et d'autres peuvent n'avoir aucun rôle particulier. Parmi les avantages, on considère que dans l'espèce humaine, ça a été le fait d'avoir des cerveaux de plus en plus complexes. C'est ce qui nous a permis progressivement de continuer à éliminer la plupart des autres espèces biologiques. Donc on voit bien que avantages, désavantages, ça peut se discuter, puisque le fait que nous ayons un cerveau plus complexe que toutes les autres espèces vivantes, d'une part, effectivement, a provoqué cette 6e extinction des espèces, d'autre part, fait que nous n'avons pas complètement le contrôle de notre cerveau, avec toute notre part obscure, notre part inconsciente, etc., etc. Donc effectivement, on est dans une crise, mais d'une certaine manière, cette crise est normale. Alors, confinement, effectivement, ce que je voudrais développer, c'est que cette question du confinement n'est pas du tout quelque chose qui nous est tombé sur la tête et qui n'aurait aucun précédent, mais au contraire, ça fait partie de la trajectoire de l'humanité, du moins à partir de l'agriculture sédentaire. Ça fait partie d'une espèce de logique qui caractérise l'espèce humaine. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que cette logique a été pointée depuis longtemps par un certain nombre d'auteurs de science-fiction, puisque souvent la science-fiction va nous éclairer sur ce qui peut nous attendre, dans la mesure où il s'agit d'écrivains qui essaient de se projeter un peu plus en avant dans le temps. Donc je pense par exemple à un des plus célèbres écrivains de science-fiction, Isaac Asimov, avec son livre Fondation. Voilà une édition récente, qui en 1951, donc il y a 70 ans, un de ces personnages, Gaal, en rencontre un autre. Ils sont dans la capitale de l'Empire galactique. On est 12 000 ans après notre époque à peu près. L'Empire galactique domine sur toutes sortes de systèmes planétaires et de galaxies. Et cette capitale, Trantor, est à la fois, les habitations sont à la fois enfoncées dans le sol jusqu'à 2-3 000 mètres de profondeur et remontent sur plusieurs centaines de mètres. Et donc, Gaal demande à un autre personnage qu'il vient de rencontrer comment font les gens pour vivre, sachant que cette capitale recouvre l'ensemble de la planète Trantor, là où se trouve le centre de l'Empire galactique. Et donc son interlocuteur, Jeril, lui répond: tout est question de point de vue, Gaal. Quand on est né dans une alvéole, qu'on a grandi dans un couloir, qu'on travaille dans une cellule et qu'on prend ses vacances dans un solarium plein à craquer, monter à l'air libre avec le ciel au-dessus de sa tête pour toute perspective, c'est risquer la dépression nerveuse, tout simplement. On fait venir ici les enfants une fois par an à partir de 5 ans. Je ne sais pas si ça leur fait vraiment du bien. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Les premières fois, ça les rend hystériques et ils repartent en hurlant.
Donc c'est tout à fait comme ça, il y a 70 ans que on commençait à concevoir quel était le futur. Là, c'est même plus de la planète, puisque c'est l'ensemble de la galaxie, mais en projetant, en projetant ce que pourrait être effectivement le devenir avec un nombre exponentiel d'humains. Et on peut aussi mentionner toujours du même Isaac Asimov, qui est un mes auteurs de science-fiction préférés, un autre livre, Face au feu du soleil, Naked Sun en anglais, qui est publié en 1957. Et on se trouve sur une planète, une autre planète cette fois, qui s'appelle Solaria, mais où tous les individus sont complètement séparés les uns des autres, ne communiquent pas directement, sont même très stressés de voir d'autres êtres humains et une partie du monde et géré par des robots. Alors, je ne vais pas du tout vous spoiler et puis on sortirait du sujet, mais c'est juste simplement pour dire que cette question de confinement, d'une immobilisation progressive des humains est quelque chose sur laquelle on réfléchit depuis un certain temps. Donc à l'origine, comme vous le savez, nous sommes des primates, nous nous sommes séparés de nos cousins grands singes, gorilles, chimpanzés, orang-outans, il y a à peu près 10 millions d'années. Et actuellement, dans l'état actuel des connaissances, sachant que c'est uniquement en Afrique qu'on a trouvé jusqu'à présent ces espèces anciennes, eh bien on parle d'espèces humaines émergentes à partir de 6 ou 7 millions d'années. Et c'est seulement il y a 300 000 ans que va émerger vous et moi, c'est-à-dire Homo sapiens, à peu près 300 000 ans. Vous voyez aussi que 300 000 ans, c'est Homo sapiens, et que l'agriculture sédentaire, le néolithique, c'est seulement il y a 10-12 000 ans. Donc c'est seulement 4% de la trajectoire d'Homo sapiens. Donc c'est rien du tout dans cette histoire. Alors ces humains émergents, et notamment Homo sapiens, sachant que nous sommes, à l'intérieur des espèces humaines, nous sommes les seuls que depuis très peu de temps, depuis 15 ou 20 000 ans. Si on se projetait 50 000 ans en arrière, 100 000 ans en arrière, il y aurait encore 6 ou 7 espèces humaines différentes sur Terre. Nous les avons éliminées ou absorbées progressivement, comme vous le savez sans doute. Nous portons, en tant qu'Homo sapiens, quelques pourcentages de gènes, par exemple des hommes de Néandertal pour l'Europe et d'une espèce qui s'appelle Homo denisova, identifiée il y a une dizaine d'années en Asie. Donc ces espèces, cette espèce, pour se concentrer sur Homo sapiens, était éminemment nomade. Il se déplaçait en fonction des ressources alimentaires qui étaient saisonnières. Le Homo sapiens se nourrit de ce qu'on appelle quelquefois des produits charnus, donc des racines, des fruits, de la viande animale, des tubercules, etc. Comme l'a dit un jour le préhistorien André Leroi-Gourhan, si au contraire on avait été des herbivores, eh bien ça aurait changé l'histoire de l'humanité, la sociologie des humains, puisque là on aurait pu être en grand troupeau d'herbivores rassemblés par milliers ou par millions, comme les bisons des grandes plaines américaines, par exemple. Mais comme ces produits charnus qui sont très dispersés dans la nature, pas mûrs tous au même moment, eh bien les primates, dont nous-mêmes, en temps normal, nous vivons en petits groupes de quelques dizaines d'individus, et nous allons migrer dans un territoire plus ou moins vaste en fonction de ces ressources saisonnières. Donc ça, c'était la vie des chasseurs-cueilleurs, comme je disais tout à l'heure, pendant 96% de la durée d'Homo sapiens, et encore bien plus si on prend les premières espèces humaines. Alors, puisque on est aussi dans une période de pandémie, les maladies existaient évidemment à cette époque. On en a
un certain nombre de traces qu'on peut retrouver archéologiquement, à la fois par des études d'ADN, par des restes fossiles, par des effets sur les ossements qu'on va pouvoir retrouver. Donc il y a toutes sortes de maladies qui sont attestées pour ces périodes anciennes, comme les poux, par exemple, qui remontent même à plusieurs millions d'années avant l'émergence même des humains, comme la malaria, les vers intestinaux, la salmonelle et aussi les maladies qui sont liées au contact avec les animaux, comme le typhus, la maladie du sommeil, le tétanos, la tuberculose, les fièvres jaunes. Donc on a un certain nombre d'indices. Mais comme il s'agissait de petits groupes humains et comme ils étaient peu nombreux, isolés les uns des autres, séparés les uns des autres et itinérants, eh bien les maladies ne pouvaient pas se développer, même si elles existaient. On pouvait peut-être même ravager et détruire un groupe entier de 30 ou 40 personnes, mais ça s'arrêtait là. Par exemple, pour les épidémiologistes ont montré que pour assurer la continuité de la rougeole, eh bien, il faut une population minimale en contact, les humains sont en contact les uns avec les autres, une population minimum de 300 000 personnes. Donc évidemment, il faudra attendre les premières villes, les premiers États, on va y arriver rapidement, pour que ces maladies puissent effectivement se développer de manière pérenne. Donc ça, c'était les chasseurs-cueilleurs. Les Homo sapiens, entre moins 115 000 ans et moins 12 000 ans, donc pendant 100 000 ans, vit dans une période climatique qui est une glaciation, la dernière glaciation qu'a connue la Terre. La Terre connaît une alternance régulière de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'oscillation de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Actuellement, on est dans un interglaciaire. Le dernier interglaciaire avait duré à peu près 15 000 ans. Là, on est dans un interglaciaire depuis 10 ou 12 000 ans. Donc, ce nouvel interglaciaire, donc l'arrivée vers des climats plus tempérés sur une bonne partie de la planète, hein, fait que Homo sapiens, Homo sapiens sur 300 000 ans, il n'a pas été complètement lui-même. Son cerveau continue effectivement à se développer. Les premières figurations, les premières représentations ne datent que de 40 000 ans, hein, à peu près, dans différents points de la planète. Donc, Homo sapiens avec un cerveau dont la complexification se poursuit, se trouve pour la première fois dans un environnement favorable. Et là, à ce moment-là, en très peu de millénaires, c'est-à-dire rien, on voit dans différentes régions du monde des petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui progressivement vont commencer à domestiquer les animaux et les plantes. Des animaux et des plantes différentes suivant les régions du monde, évidemment. Au Proche-Orient, ça sera le mouton, chèvre, bœuf et porc. En Chine, buffle, porc, poulet. Aux Amériques, cochon d'Inde, dindon, lama, etc. Donc des espèces différentes, mais toujours dans le même principe. L'essentiel de ces espèces ayant des fonctions alimentaires. Donc, plutôt que d'être obligé de courir après les animaux en les chassant, on va au contraire avoir des animaux sous la main, donc du bétail, de la viande sur pied, sans que ça pose de problème de conservation. Et d'autre part, pour les plantes, au lieu de devoir courir pour ramasser les plantes sauvages suivant les saisons, eh bien, on va pratiquer cette agriculture sédentaire. Cette culture des plantes, là aussi, différente suivant les régions, mais
pour l'essentiel des céréales, blé et l'orge au Proche-Orient, millet et riz en Asie, maïs dans les Amériques, sorgho en Afrique. Donc, la nourriture, au lieu d'être obligé de la chercher, ben, les humains l'ont directement. Et à partir de ce moment-là, commence la longue histoire de confinement, c'est-à-dire qu'ils vont s'enfermer dans des boîtes, ce que nous appelons ordinairement des maisons en dur, en pierre, en bois et en terre, ou différentes combinaisons de ce genre, hein. Et ils vont donc s'installer à l'intérieur de ces boîtes, formant des agglomérations, ce que nous appelons des villages. Ces villages sont entourés à proximité immédiate des champs où sont cultivées les plantes et des pâtures où il y a des animaux sous bonne garde, et autour, encore plus loin, il va y avoir le monde resté encore sauvage, mais de moins en moins sauvage, qui va dans un premier temps fournir des matières premières, notamment du bois pour le chauffage, la construction des maisons, ensuite des métaux quand la métallurgie va émerger au cours du néolithique. Mais ce monde sauvage va être de moins en moins sauvage, puisqu'avec la multiplication des humains, les frontières du monde sauvage vont considérablement vont reculer, et c'est l'un des problèmes du moment, comme on le sait, puisque si en se rapprochant un peu trop des chauves-souris en particulier, mais aussi d'autres animaux sauvages ont été contractés un certain nombre de maladies. Donc voilà le début du confinement, cette rupture fondamentale, et sur le plan de l'alimentation, mais aussi justement sur le plan du mode de vie, qui va s'installer à partir de ce moment-là, et qui va être aussi la cause effectivement de l'expansion des maladies. Parce que là, cette fois, il y a des humains qui sont concentrés, qui ne bougent pas, qui vont croître en nombre. Au début du néolithique, il n'y a pas plus que 1 ou 2 millions d'humains sur toute la planète, hein, Amérique, les deux Amériques comprises, 1 ou 2 millions d'habitants, pas plus. Et comme on sait, en 10 000 ans, on va arriver aux 7 milliards actuels, et qui continuent à croître de manière exponentielle. Donc il y a de plus en plus d'humains, en plus ils sont concentrés avec des animaux, des animaux qui sont susceptibles de donner des maladies. Alors ça peut être les animaux domestiques, par exemple les moutons donnent assez facilement ce qu'on appelle la brucellose ou fièvre de Malte dans sa terminologie populaire. Il y a un débat pour savoir si la tuberculose vient des bovins ou l'inverse. Mais il y a aussi, par exemple, les chats peuvent donner une infection qu'on appelle la maladie de la grippe du chat. Les chats sont domestiqués vers moins 8000, notamment pour préserver les réserves de céréales, notamment au Proche-Orient. Mais il y a aussi les animaux qu'on appelle commensaux, c'est-à-dire des animaux sauvages, entre guillemets, mais attirés par la présence de l'homme. Le plus célèbre, évidemment, c'est les rats. Et les rats, leurs puces vont donner la peste, qui va ravager à plusieurs reprises l'Eurasie. Un des confinements les mieux connus historiquement, c'est la grande peste de Marseille au XVIIIe siècle, où la ville a été encerclée par l'armée justement pour éviter que la maladie se propage. Et la peste existe toujours de nos jours, même si maintenant elle se traite très bien avec des antibiotiques. La peste est attestée en Inde, mais même dans le sud-ouest des États-Unis d'Amérique, avec les chiens de prairie qui, là encore, ont des puces qui peuvent la transmettre. Vous avez d'autres animaux commensaux, les blattes, les pigeons, les oiseaux qui peuvent donner la psittacose, notre maladie infectieuse. Et puis enfin, il y a les animaux sauvages,
les insectes, évidemment, la malaria qui est donnée par un moustique qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de morts, toujours de nos jours. Et puis, on évoquait la chauve-souris, et donc tout autant le pangolin, la civette, avec cette réduction continue des mondes sauvages. Si bien que là où on en arrive, on peut même affirmer qu'il n'y a pratiquement plus de monde réellement sauvage, au sens où ça pouvait l'être au temps des chasseurs-cueilleurs, puisque les derniers grands mammifères vivent dans des parcs nationaux, des réserves naturelles qui sont complètement encadrées. S'ils sont malades, on les soigne, on les nourrit. Si on a trop, on les prélève, comme on dit de manière pudique de nos jours. Donc le sauvage a pratiquement disparu, mais avec les conséquences qu'on évoquait. Alors, la principale conséquence du néolithique, c'est effectivement l'explosion démographique. Cette explosion démographique qui fait qu'on va passer de ce 1 ou 2 millions d'habitants aux 7 milliards actuels. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec la sédentarité, eh bien, on a une alimentation complètement maîtrisée et complètement sécurisée. Alors, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux, parce que c'est en même temps une alimentation plus molle et plus sucrée. Donc, on va voir vraiment émerger les caries dentaires qui étaient presque inexistantes jusque-là, et les conséquences du surpoids actuel de près d'un tiers de l'humanité viennent justement de cette nourriture à laquelle l'organisme des chasseurs-cueilleurs n'étaient pas préparés. Comme je vous l'ai dit, 10 000 ans, 4% de la durée, c'est rien du tout. Donc l'organisme n'y était pas adapté. Il s'y adaptera peut-être au cours de l'histoire à venir, mais en tout cas, elle n'était pas du tout... il n'était pas préparé. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à la préhistoire et vanter les régimes dits paléo que nous vendent quelquefois certaines officines. Ça veut dire qu'il faut tenir compte effectivement de notre physiologie pour notre alimentation. Donc, nourriture sécurisée et sédentarité font que les chasseuses-cueilleuses en moyenne un enfant tous les 3-4 ans, comme les dernières populations de chasseurs-cueilleurs et chasseuses-cueilleuses qui ont pu être observées sur la planète, hein, alors que les agricultrices des sociétés traditionnelles, c'était le cas de la France jusqu'au moins le milieu du XXe siècle, dans les sociétés paysannes, eh bien, elles avaient un enfant pratiquement tous les ans, même si une bonne partie mourrait en bas âge. Donc, explosion démographique, qui nous mène aux 7 milliards actuels et bientôt 9, 11, etc., qui elle-même va avoir 3 conséquences directes. D'une part, il faut nourrir de plus en plus de monde sur une planète finie. Donc, course au progrès technique, on va inventer encore au néolithique la charrue pour travailler des sols moins favorables que les sols les plus légers sur lesquels les populations néolithiques travaillent au début. On va inventer la roue, on va développer le métal. La principale révolution technique de l'histoire, ça va être le développement de la métallurgie du fer dans les derniers siècles avant notre ère. Le fer est beaucoup plus répandu dans la nature que par exemple le cuivre qui par ailleurs est relativement mou. Et tous nos outils traditionnels avant la motorisation sont mis au point dans ce qu'on appelle, dans le cas de l'Europe, l'âge du fer, donc les derniers siècles avant notre ère. Et on peut dire que d'une certaine manière, la vie quotidienne des paysans européens, qui formaient 90% de la population jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, elle a peu changé depuis le néolithique, donc des maisons quadrangulaires en pierre ou bois et terre, et une économie reposant sur le blé, l'orge, le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre.
Et s'y est ajouté effectivement la révolution technique du fer dans les derniers siècles avant notre ère. Mais si on prend tout ça à la fois, eh bien, ça va continuer, quels que soient les régimes politiques successifs, les gens à qui les paysans devaient allégeance et devaient impôts, eh bien, le changement notable de leur vie ne sera que la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc, première conséquence du néolithique, cette course au progrès technique pour nourrir de plus en plus de gens et qui va nous mener actuellement les pesticides, les OGM, etc., dans cette course à la nourriture, avec des problèmes qu'on ne sait pas complètement résoudre, puisque si on a une alimentation très carnée, ben, il faut de plus en plus d'espace pour cultiver de l'herbe et l'alimenter en eau, etc. Deuxième conséquence, à partir du moment où il y a de plus en plus d'humains, ils se sédentarisent, ils vont donc se territorialiser dans des espaces fixes et au sein duquel chaque communauté va continuer à croître, et c'est là qu'on voit se développer la violence. Il est très probable que la violence entre les mâles humains, de manière ponctuelle et anecdotique, ait toujours existé, mais là, on peut observer archéologiquement que cette violence s'institutionnalise, donc devient un mode normal d'être, et on voit les villages qui au début sont ouverts, s'entourer de fossés, de murailles en pierre sèche, de palissades, etc. On voit les morts par blessures violentes se multiplier. Et puis on va voir des objets inventés spécialement comme armes. Jusque-là, on n'a que des outils, par exemple des haches pour couper le bois, des pointes de flèches, des flèches pour chasser le gibier. Mais là, on va voir apparaître le poignard. Si on prend le cas de l'Europe, aux alentours de -4000, -3500, on voit apparaître l'épée avec le bronze, un alliage de cuivre et d'étain qui rend le cuivre beaucoup plus résistant à partir de ce qu'on va appeler l'âge du bronze, c'est-à-dire à partir de -2000 avant notre ère, à peu près, et l'épée elle-même, elle va déclencher, grâce à ce métal plus facile, cet alliage facile à travailler, elle va déclencher le casque, le bouclier, les jambières, les cuirasses, et c'est le début de la course aux armements qui ne s'arrêtera plus jamais avec l'émergence des fusées, des missiles, de l'énergie atomique, etc., etc. Donc c'était la deuxième conséquence, le développement de la violence. Et troisième conséquence, c'est une augmentation régulière et en partie exponentielle, même s'il y a des montées et des descentes, des inégalités entre humains, la hiérarchie entre humains. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on constate archéologiquement. C'est-à-dire que dans les premiers temps du néolithique, quand on fouille un cimetière, eh bien, tout le monde emporte à peu près la même chose dans l'au-delà, même si c'est pas forcément les mêmes objets pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants et pour les adultes, mais en gros, il y a peu de différence. Et si on reste en Europe, à partir de 4500 avant notre ère, eh bien, il y a des individus qui vont emporter toutes sortes d'objets rares et riches. Si on est en Europe de l'Est, ça va être les premiers objets en or connus dans l'humanité. Si on est en Europe de l'Ouest, ça va être des haches en jadéite venues des Alpes et qui pourront parcourir des centaines de kilomètres tellement elles étaient prisées. Et si on reste dans l'Ouest de l'Europe, le long de l'Atlantique, eh bien les gens importants vont être enterrés sous des monuments considérables, ce qu'on appelle des dolmens, construits avec des dalles de pierre de plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes. Donc on voit émerger des gens beaucoup plus importants que les autres. Alors c'est pas forcément toujours continu, il y a des périodes où ça baisse, les différences sociales sont beaucoup moins perceptibles, donc on suppose des fois que soit cette classe, cette élite
cette classe de dominants a eu des problèmes et s'est effacée. C'est ce qu'on appelle des effondrements, souvent, qui vont se multiplier quand on va avoir des sociétés encore plus complexes. Mais en gros, il y a une tendance globale vers des inégalités croissantes. Donc voilà les conséquences directes du néolithique dans lesquelles nous nous trouvons toujours. Et ce qui fait qu'au bout de quelques millénaires, dans un certain nombre de régions du monde, on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire plus seulement des sociétés inégalitaires, ce qu'on appelle des fois des sociétés à chefferie, parce que c'est des chefs, hein, mais on va passer aux premières villes et aux premiers États du monde. C'est souvent dans des endroits un peu confinés, dans la mesure où les gens sont regroupés. Par exemple, en Égypte ou en Mésopotamie, l'Irak actuel, les populations sont entourées de déserts, de montagnes, et donc ne peuvent pas aller ailleurs, ou alors vraiment de manière anecdotique. Donc c'est là qu'on voit apparaître les premières villes, à partir de moins 3500, moins 3000. Donc les villes, ça va signifier un confinement encore plus important de ce point de vue-là, puisque on est plus dans un village, mais dans une ville. Cette ville, très souvent, la plupart du temps, elle est entourée de murailles, donc on n'en sort pas forcément comme on veut, et on n'a même plus besoin d'aller dans les champs pour chercher à s'alimenter, puisque les villes dominent des campagnes et attirent le ravitaillement. Et c'est là qu'on va voir apparaître les marchands, les boutiques, des exemples très, très simples, comme à Pompéi, par exemple, archéologiquement, on voit ces boutiques avec ces grandes jarres qui contiennent différentes marchandises, des comptoirs, des pièces de monnaie, etc. Donc vous n'avez même plus à vous déplacer, à sortir de votre espace habité pour vous nourrir. Et à partir de là, ça ne va faire que croître. Il y aura de plus en plus de villes, de plus en plus de marchands, et on va en arriver à nos jours où on va même se faire livrer avec ces différents grands groupes nationaux, internationaux qui vous livrent chez vous sans que vous ayez à vous déplacer. Et comme vous savez, on envisage que bientôt, ça sera même plus des êtres humains, mais des robots, des drones qui vont vous livrer. Donc c'est vraiment, avec la ville, on passe à la vitesse du dessus concernant le confinement par rapport aux besoins de s'alimenter. Ce que va apporter la ville aussi, à partir du moment où vous avez des États et vous avez des populations beaucoup trop nombreuses, eh bien vous ne pouvez plus gérer tout ça simplement par la mémoire. On peut se transmettre par la mémoire des épopées comme l'Iliade et l'Odyssée à l'origine, des hymnes religieux, des récits, des généalogies, mais si on veut vraiment gérer, savoir qui a payé ses impôts, qui a échangé telle marchandise contre telle autre, hein, eh bien on invente l'écriture. Le principe de l'écriture, c'est-à-dire de signes abstraits voulant dire quelque chose, on l'a déjà sur les parois des grottes paléolithiques il y a 30 ou 40 000 ans, mais l'agencement d'écriture, ça n'apparaît qu'à cette époque, avec les villes et les États, et une grande partie des textes les plus anciens que nous connaissons sont des textes de gestion économique. Alors, pourquoi je parle de l'écriture? Parce que l'écriture, ça va être un moyen de communication entre humains indirect. À partir du moment on va effectivement noter des choses, mais on va inventer la correspondance écrite, et ça va donc changer complètement les rapports entre êtres humains, puisque ces échanges d'informations vont pouvoir se faire à distance. Donc cette trajectoire qui commence aux premières villes ne va faire que s'exacerber pour en arriver jusqu'à nos jours, avec ce progrès continu des techniques.
Par exemple, pour l'habitat, tout à l'heure j'évoquais la maison individuelle en dur, et bien à partir de l'époque romaine en particulier, on commence à inventer les immeubles, hein, ce que les Romains appelaient des insula. Donc on va, une part croissante de l'humanité va vivre effectivement dans des immeubles, c'est-à-dire il n'y a même plus d'individualisation de la maison, de la boîte maison, mais vous allez partager vos murs, vos planchers et votre plafond avec vos voisins. Il y a simplement les fenêtres qui vont vous être particulières. Donc ça commence et ça va effectivement se multiplier. On va arriver au gratte-ciel, au concours du plus haut gratte-ciel auquel on assiste actuellement, notamment dans les États du Golfe. Et c'est ce qu'évoquait, comme je le disais en introduction, Isaac Asimov avec ces, ces habitats de la planète Prantor qui descendent à 3000 mètres sous terre et qui montent à au moins 150 mètres au-dessus du sol, et il ne connaissait évidemment pas les gratte-ciel les plus modernes à son époque. Du point de vue de la communication, on a commencé avec l'écriture au début, gravée, écrite sur des tablettes en argile ou en cire, comme à l'époque des Romains. Et puis on va inventer des formes de plus en plus légères, parchemin, papier, puis l'imprimerie pour que ça circule de plus en plus vite, et puis la communication à distance, par exemple avec communication par signaux, le télégraphe Sharp qui est inventé sous la Révolution française en 1794, qui va durer jusqu'au milieu du 19e siècle et est remplacé par ensuite les télégraphes électriques. Et puis on va avoir des méthodes de communication de plus en plus rapides. Certaines vont disparaître. Par exemple, quand j'étais jeune, si j'ose dire, il y avait dans un certain nombre de villes des pneumatiques, donc des lettres qu'on mettait dans des tubes et qui circulaient à travers des tuyaux à travers toute la ville et qui allaient d'une poste à l'autre, et un postier venait vous l'apporter, ou les télégrammes aussi, qui étaient envoyés cette fois entre villes ou entre pays et qu'on vous apportait et qui n'existe plus puisque, comme vous le savez, ça a été remplacé par Internet, et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y aura pas des moyens de communication de plus en plus rapides et sophistiqués si l'humanité continue sur sa lancée. Pour le travail, effectivement, le télétravail, c'est devenu une banalité depuis ces 2 mois du confinement. Et évidemment, ça existait depuis longtemps, et ça existe sur cette trajectoire qui fait qu'on distinguait jadis 3 secteurs chez les personnes actives. Le secteur primaire, c'est de l'agriculture, c'était encore un tiers des humains en France, enfin des travailleurs, juste après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant c'est 1 ou 2%. Le secteur secondaire, c'est l'industrie. Et bien, là aussi, avec la robotisation, il y en a de moins en moins. Et même si on délègue, si j'ose dire, dans les secteurs où la main-d'œuvre est la moins chère, c'est-à-dire en Asie pour l'instant, un certain nombre de productions, et bien là aussi ça se robotise, et il reste essentiellement ce qu'on appelle les services, donc qui forment maintenant la majorité des gens qui travaillent et qui effectivement s'effectuent de plus en plus en télétravail, et ça s'est évidemment par force développé encore plus avec le confinement récent. Certaines entreprises peuvent être réticentes parce qu'on contrôle moins bien son personnel s'il est chez lui, mais en même temps, le fait qu'il soit chez lui est une source d'économie. On n'a pas besoin de locaux pour lui, on n'a pas besoin de payer pour son transport, et donc ça n'a que des avantages. Donc il est évident que ça ne fera que se développer. Donc pour les livraisons d'objets, de marchandises, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et puis on peut même évoquer un autre domaine déjà mentionné tout à l'heure, qui est celui de la guerre, une des 3 conséquences importantes du néolithique. Et bien maintenant, l'essentiel des guerres maintenant se fait en télétravail, si j'ose
employer cette sinistre expression dans ce cas-là. C'est des gens qui installés dans des postes de commandement souterrains ou sous-marins vont envoyer des missiles, des bombes, des drones, etc. en appuyant sur des boutons, en programmant, sans qu'il y ait finalement de grandes manœuvres. Donc on en est bien effectivement dans cette trajectoire où les gens vont bouger de moins en moins, vont être confinés de plus en plus, avec aussi des conséquences accessoires, puisque on parlait tout à l'heure de maladies, on a des maladies qui sont liées à la sédentarité. Comme on sait, le fait d'être devant un écran toute la journée, ça a provoqué des maladies musculo-squelettiques, des troubles musculo-squelettiques qui croissent de manière exponentielle, et encore plus avec le télétravail, où les gens qui télétravaillent n'ont pas forcément le bon mobilier, les bons ordinateurs, les bons sièges de bureau, les bons meubles qu'ils auraient dans une entreprise où il y aurait un minimum de contrôle de la part des organisations syndicales, entre autres. Alors, bien sûr, vous allez objecter tout de suite, mais on n'a jamais autant bougé, les moyens de communication, l'avion, les bateaux, les croisières en mer, le tourisme de masse, c'est bien comme ça que le virus s'est répandu aussi vite, et beaucoup plus vite qu'au paléolithique et au néolithique, grâce à ces moyens de communication. Mais en fait, si on regarde bien, on voit que le tourisme dit de masse arrive d'une certaine façon à ses limites, parce que les sites les plus importants, comme Venise, encore le Machu Picchu, voire dans les montagnes, le Mont Blanc maintenant, dont l'ascension est contingentée, l'Everest pareil, donc il y a des limites, on pourra de moins en moins se déplacer, et en plus le développement exponentiel des techniques de réalité virtuelle, de réalité augmentée, fait qu'on pourra de mieux en mieux, de plus en plus voyager dans des conditions de plus en plus confortables, sans se lever de son canapé. Donc cette question du tourisme de masse, elle est effectivement à relativiser, et même si vous regardez de près ce qu'est une croisière en mer, c'est des gens qui sont enfermés pendant 8 ou 15 jours dans une boîte en acier, qu'on appelle un bateau. Ils vont en sortir pour monter dans les autobus qui vont les emmener, des autocars qui vont les emmener à quelques kilomètres de là sur un site touristique, historique, archéologique important. Ils vont faire quelques pas, acheter quelques souvenirs et puis remonter dans leur bus, puis dans leur bateau. Donc c'est pas vraiment une mobilité très, très gigantesque. Bien sûr, il y a les containers, les porte-containers qui nous apportent notamment depuis la Chine, toutes sortes d'objets absolument indispensables, mais c'est de moins en moins de gens, justement, qui s'en occupent. Et là encore, les procédures sont de plus en plus automatisées, et c'est justement pour nous empêcher et nous éviter ou nous empêcher, comme on veut, de bouger. Et puis même les businessmen, les hommes d'affaires qui prennent l'avion et qui voyagent en classe affaires ou en première classe, eh bien c'est quelque chose qui souvent tend à se restreindre parce que ça a des tas d'inconvénients, le décalage horaire, le coût, etc. Et que la plupart des choses peuvent se faire à distance. On l'a bien vu là pendant ces 2 mois de confinement, où effectivement aussi bien des grandes réunions économiques que des grandes réunions politiques finalement se faisaient très bien à travers des écrans. Alors évidemment, on s'aperçoit que ça a aussi beaucoup d'inconvénients. La question se pose pour l'université, par exemple. Mes collègues des différentes universités françaises au moins, je n'ai pas encore regardé comment ça se passe ailleurs, mais débattent beaucoup du fait que
l'enseignement à distance qui se justifiait dans des cas particuliers, notamment d'élèves qui avaient des problèmes physiques, d'handicap, eh bien, il peut pas il peut pas remplacer complètement l'enseignement avec des vraies personnes en face à face. Parce que néanmoins, ce qui est contradictoire avec cette évolution, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir des êtres humains en face, et ça reste effectivement irremplaçable. Et c'est pas. On a beaucoup de craintes sur le fait que, par exemple, pour un certain nombre de concours, on a gardé l'écrit, mais on a supprimé les oraux pour des raisons sanitaires. Et il est évident que c'est beaucoup plus difficile de juger quelqu'un uniquement à partir de son travail écrit et sans qu'il y ait, puisque je parle là dans une université populaire de philosophie, beaucoup plus difficile de juger quelqu'un si on ne peut pas échanger avec lui, s'il n'y a pas ces épreuves orales. Et on sait très bien, c'est tout à fait connu que beaucoup de problèmes, de malentendus, etc., qui se produisent à distance peuvent être très souvent résolus quand les deux ou les plusieurs personnes se retrouvent en face à face et sont capables de s'expliquer entre hommes, comme on pourrait dire, entre guillemets, ou entre femmes. Donc cette question-là, pour le devenir de l'être humain, elle va rester. Alors la crise présente, elle a été aussi intéressante d'un point de vue égoïste d'historien, parce que on peut la considérer comme une loupe grossissante des inégalités, puisqu'on a pu voir que c'est le coronavirus, dont la létalité est jusqu'à présent heureusement restée modérée par rapport à d'autres grandes épidémies, et néanmoins en grande partie une maladie de la pauvreté, comme était la tuberculose quand elle est réapparue dans les années 80-90 en France. Une maladie de la pauvreté, de gens moins capables de se soigner, de gens plus confinés dans des petits espaces, plus éloignés de centres de soins, se nourrissant mal hein, pour des raisons là encore de manque de moyens financiers, voire se nourrissant quasiment pas, puisqu'on a vu tous les collègues de nourriture se trouver dans une situation très compliquée. Et c'est aussi dans cette période de chômage généralisé, évidemment, les métiers les plus pauvres, les salaires les plus bas qui ont été les plus touchés. On s'est aperçu aussi que dans les professions qui se sont trouvées brusquement irremplaçables, eh bien c'était souvent parmi les salaires les plus bas et pour l'essentiel entre 75 et 95% des métiers féminins, comme les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, les caissières, les aides à domicile. Donc ça a été une espèce de manière de scanner effectivement les inégalités à l'intérieur de notre société. Alors pour conclure, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle quelquefois la période qu'on nomme quelquefois l'Anthropocène. Toutes les aires géologiques et climatiques de la Terre, depuis que la Terre existe, depuis à peu près 5 milliards d'années, eh bien, elles sont définies avec des critères issus de la géologie et ou du climat. Donc il y en a le Pléistocène, l'Éocène, le Pliocène, etc. Et dans ces dernières années a été défini ce qu'on a appelé l'Anthropocène. Anthropos, donc l'homme, les humains au grec ancien. Donc une période où cette fois c'est l'action de l'homme qui agirait directement sur le devenir de la planète. Donc
l'effet des humains sur la planète, il est évident, hein, c'est le réchauffement climatique, la sixième extinction massive des espèces, les déboisements, les ravinements des terres, etc. Alors évidemment, les géologues et les climatologues sont pas, une partie d'entre eux sont pas contents qu'on leur ait retiré leurs critères habituels et essaient de contre-attaquer, mais du moins cette notion d'anthropocène commence à être de plus en plus admise. Ce qui est débattu, c'est quand est-ce qu'on l'a fait commencer. Est-ce qu'elle commence avec le développement de l'énergie nucléaire à partir de 1950, ou avec la révolution industrielle à partir du 19e siècle, ou à partir des grandes découvertes et de la colonisation européenne du monde. Moi, je fais partie des gens qui la font commencer avec le néolithique, effectivement, c'est une rupture que j'ai suffisamment détaillée, et qui fait que eh bien, le rapport à la nature, avant on avait des chasseurs-cueilleurs qui étaient immergés, qui se vivaient comme immergés dans la nature, c'est pour ça qu'ils se représentaient à travers les animaux sur les grottes. Et là maintenant il y a eu cet effet de domination et en partie de destruction de la nature qui commence au néolithique. Simplement au début, les signaux de cet anthropocène sont très faibles et ça va augmenter ensuite de manière exponentielle en s'accélérant. Donc les premiers millénaires, on voit presque rien, mais on a déjà des phénomènes de pollution dans les glaces du pôle à partir de la fin du néolithique, avec les activités métallurgiques, et puis effectivement, ça va s'accélérer, les déboisements, le ravinement des sols, etc. Cela dit, il y a deux manières de voir l'anthropocène, dont effectivement et les maladies et le confinement croissant font partie, ou bien ce serait une espèce de fatalité qui nous tomberait dessus, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la logique de l'histoire humaine. L'autre manière de voir, c'est que les sociétés sont responsables d'elles-mêmes. C'est pas que chaque individu a forcément conscience de là où il en est. Ce serait très exagéré de le dire, y compris pour nos propres sociétés, mais c'est le fait qu'il y a plusieurs formes possibles de sociétés. De par l'histoire, et même encore aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont très différentes les unes des autres, qui peuvent être au contraire, très hiérarchisées, très autoritaires, ou d'autres qui sont plus, disons, démocratiques, entre guillemets, moins inégalitaires. On est quand même dans une période actuellement où effectivement une poignée d'individus, entre 10 et 20, possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui est certainement sans équivalent dans l'histoire. Et ça c'est pas une espèce de fatalité de l'histoire contre laquelle on ne pourrait rien. C'est des mécanismes humains, des manières de juger du travail, puisqu'on parlait tout à l'heure du salaire des catégories les plus pauvres et en même temps les plus indispensables de la société. C'est à chaque fois des décisions humaines qui font qu'on va privilégier, qu'on va considérer qu'il est normal de gagner, que telle personne gagne 500 fois plus que telle autre personne, par exemple propriétaire de supermarché, de chaînes de supermarchés possède 500 fois plus que tel ou tel paysan l'agriculteur qui va lui fournir de la nourriture, alors qu'il s'agit de deux homo sapiens à peu près comparables du point de vue de leurs aptitudes. Donc la leçon que je voudrais retenir, même si elle pourrait être un peu égoïste de dire c'est passionnant de voir ce qui est en train de se passer, c'est qu'en même temps ça peut être une leçon d'optimisme, c'est-à-dire ce qui nous arrive, nous en sommes totalement responsables, même si on ne peut pas toujours l'expliquer. Par exemple, il y a 500 ans, le philosophe La Boétie, ami de Montaigne, qui vivait à Bordeaux, a écrit un célèbre traité de la servitude volontaire.
sur le fait que pourquoi est-ce que la majorité accepte d'être exploitée par une toute petite minorité. Et il cherchait différentes explications à cela. L'habitude, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien. Deuxièmement, le réseau très hiérarchisé de la tête, enfin les niveaux de hiérarchie depuis le haut jusqu'au milieu et en bas qui contrôlent la société. Et troisièmement aussi les valeurs religieuses, plus globalement l'idéologie qui va défendre l'état des choses. Donc ceci, effectivement, nous pousse forcément à nous interroger sur l'état de cette société. Est-ce que tout ça est normal? Ou est-ce qu'on n'y peut rien? Ou est-ce que, etc. Ce qu'on constate en tout cas au fil de l'histoire, quand on a des textes, et avant l'histoire avec l'archéologie, c'est qu'on a des moments de très forte hiérarchisation, des moments où ça s'effondre. On a des sociétés qui s'effondrent, soit parce que elles gèrent trop mal leur environnement, c'est le cas des Mayas, par exemple, ou de civilisations dites mississippiennes, ou des populations de l'île de Pâques, très probablement. Première cause possible. Deuxième cause possible, parce qu'elles deviennent trop inégalitaires, trop insupportablement inégalitaires, et à ce moment-là, ça expose, comme le montrent les révolutions politiques des derniers siècles de notre ère. Voilà, donc c'est l'ensemble des questions que je voulais poser ici, dans l'heure impartie, autour de cette question de la trajectoire du confinement et de ce qu'elle signifiait et de ce qu'elle permettait d'interpréter sur les sociétés humaines.